bienvenue Christine. Merci de participer à cette rencontre un peu atypique. Voilà, c'est bien pour nous. Et voilà, on est ravis donc pour la sortie de ce roman en poche, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, chez Sarbacane pour Brexit Romance. Et pour commencer, on voulait savoir si vous pouviez, si tu pouvais nous présenter rapidement le livre, mais surtout la genèse de cet ouvrage. Oui, le livre, je peux le présenter assez rapidement. C'est une histoire qui se passe principalement en Angleterre avec 4 personnages principaux, 2 garçons, 2 filles, 2 Britanniques, 2 Français/Françaises. Et ça démarre d'une jeune Anglaise qui est très Startup Nation et qui a inventé une appli qui vise à se faire s'épouser entre eux, alors évidemment un mariage complètement arrangé, des Français et des Britanniques, afin que ces derniers puissent préserver leur citoyenneté européenne à la suite de ces mariages arrangés. Donc voilà, elle a inventé sa petite appli, c'est très pratique, ça match des profils qui vont bien s'entendre pour se marier, pour obtenir leur certificat, leur passeport et rester dans l'Europe. Donc on a cette joyeuse bande de londoniens entrepreneurs, et puis là-dedans vont se mêler les destins d'une jeune cantatrice très jeune qui a 17 ans, qui s'appelle Marguerite, qui vient de France et qui est extrêmement romantique, et son maître de musique, Kamenev, qui est une espèce d'homme un peu ombrageux, marxiste-léniniste, et qui, lui, n'a rien à faire de ce genre d'intrigue et que dégoûte tout vocabulaire de start-upers, justement. Et donc voilà, ils vont se retrouver là-dedans et tous les 4 personnages vont découvrir ce qu'on peut perdre et gagner en jouant les entremetteurs et les entremetteuses. Voilà. Merci. Du coup, dans ce livre, en fait, les thématiques, elles sont hyper actuelles et très universelles. Et surtout, en fait, tout le monde, les Français, les Britanniques, la jeune génération, la plus ancienne, ou les féministes, les conservateurs, tout le monde en prend pour son grade, en fait. Est-ce que tu as eu des retours de Français ou de Britanniques sur tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été vexés? Est-ce que ça a plutôt amusé? Alors, vexés, non. J'ai pas eu de gens particulièrement vexés. Mais c'était intéressant d'avoir des retours de Britanniques parce que j'en ai eu peu, évidemment, parce que le bouquin n'est pas traduit en anglais. Mais moi, j'habite en Angleterre depuis 13 ans. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu, je suis désolée, Noémie, à la question sur la genèse du bouquin, mais c'est vrai que c'est utile dans le cadre de cette question-là aussi. C'est-à-dire que moi, j'habite donc en Angleterre depuis 13 ans et quand le Brexit est arrivé, j'ai tout de suite senti qu'il y avait cette espèce vraiment de division très très forte à l'intérieur du pays entre, c'est un cliché de le dire, mais entre ceux qui étaient très progressistes, libéraux, pro-européens, etc., de gauche comme de droite comme du centre d'ailleurs, et puis les autres très attachés à des traditions britanniques et avec un sentiment d'importance de leur pays, etc., par rapport à l'Europe et qui le refusaient et donc qui étaient ravis qu'on quitte l'Europe. Et donc c'était intéressant d'avoir les réactions de certains Britanniques à ce livre, donc ceux qui pouvaient lire le français, qui sont en fait le plus souvent pro-européens parce que ça dit beaucoup d'un Britannique s'il sait parler ou lire une autre langue. Et en fait, c'était les réactions, je trouve personnellement, moi, les plus émouvantes parce qu'elles étaient très proches de mon ressenti, c'est-à-dire que c'était des gens qui ont vécu le livre de manière en fait beaucoup plus tragique. C'est une comédie, c'est une comédie romantique, mais qui eux le vivaient avec le côté tragique, c'est-à-dire que oui, c'est un livre qui est sur un monde en train de se défaire en Angleterre, qui est selon eux en péril, et puis selon moi aussi. Donc c'était intéressant, les réactions britanniques étaient plus mélancoliques que les réactions françaises. Ça, c'est sûr, du point de vue français, on peut croiser les bras et dire « Ah là là, ils sont rigolos ces Anglais », et puis voilà. Mais côté britannique, il y a quand même un sentiment d'attachement à l'Europe qui est là et qui s'en va. Puis quand le bouquin a été publié, le Brexit n'était pas du tout encore passé, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, on ne savait pas s'il allait être retiré ou pas, etc. Maintenant, on est dans une situation où, d'une certaine manière, la sortie du bouquin en poche est presque plus d'actualité maintenant que la sortie du livre même, puisque là, ça y est, on peut pas faire sans janvier, c'est fini, quoi. Et alors, du coup, à ce sujet, est-ce qu'il y a une traduction qui est prévue en anglais? Non, il n'y a pas de traduction. Et alors, mes 2 précédents romans, Les Petites Reines et Songe à la douceur, sont tous les 2 traduits en anglais. Pour Brexit Romance, on a eu un intérêt de la part d'une maison d'édition, une de celles avec lesquelles j'avais travaillé avant,
Mais malheureusement, ils l'ont pas prise finalement parce que tout simplement commercialement, c'était trop risqué entre guillemets parce qu'on savait pas ce qui allait se passer et on peut pas se permettre de publier un bouquin qui soit immédiatement obsolète en termes de thème, etc. Enfin ça c'était leur vision et c'est une maison d'édition que j'adore, mais c'est vrai que c'est un gros risque financier parce que c'est un gros bouquin à traduire, etc. Donc c'était pas du tout de la censure de leur part, c'était simplement que le risque était trop grand. Donc malheureusement, je pense pas qu'il voit le jour un jour en Angleterre. Voilà, donc il est réservé à ceux qui peuvent lire le français. Okay. Et comme le disait Camille tout à l'heure, il y a ce côté très moderne dans chacun des personnages. En effet, le personnage de Justine qui est à fond Startup Nation, quinoa bio, qui mélange, voilà, qui a un côté très millénial. En effet, Kemenev, moi j'ai tout de suite pensé à une sorte de Darcy socialiste. Et on se demandait, voilà, quelle inspiration est-ce que tu avais eu à cœur justement de mélanger des choses à la fois très contemporaines, des personnages très contemporains, mais en leur donnant une petite touche, des petites références un peu plus classiques. Est-ce que tu avais eu des inspirations particulières ? Oui, pour moi, c'était vraiment l'un des gros partis pris du roman, mais même linguistiquement parlant, c'est-à-dire que je voulais vraiment, j'avais ce fantasme d'un livre écrit au passé simple, le bon gros passé simple de nos classiques, avec des imparfaits du subjonctif, avec des longues phrases bien ampoulées, etc. Et au milieu de ça, des déflagrations de vocabulaire, de vocabulaire voilà, millénial, hein, de références complètement contemporaines, etc. Évidemment où s'entremêlent le français et l'anglais, les tournures de phrases françaises et les tournures de phrases anglaises, pour essayer de trouver une espèce de stylistiquement quelque chose d'hybride. Et avec les personnages, c'était la même chose. C'est vrai que pour moi, c'était très important de trouver des personnages qui soient comme ça une illustration de cette tension-là entre ancienneté et modernité, qui est pour moi vraiment très typique de l'Angleterre aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté quelque chose de très polarisé avec Londres qui est the place to be hipster. Alors tout le monde, tous les hipsters et leurs bar à chat, etc. Et puis autour, eh ben, on a le reste de l'Angleterre. Et moi, j'habite pas du tout à Londres. Et je voulais aussi qu'on voit un peu ça. Ils y vont dans le nord de l'Angleterre où où c'est pas du tout les mêmes tensions sociales, c'est pas du tout les mêmes paysages, c'est pas du tout la même approche de la vie et qui est beaucoup plus vieille Angleterre là pour le coup et qui est représentée entre autres par le Lord. Cosmo Caraway qui lui a cette attitude de dandy qui va récupérer avec des références qui peuvent aller de Austen à P.G. Wodehouse, donc vraiment des références de l'ancienne aristocratie anglaise qui génèrent beaucoup de romantisme chez les Français. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant, la manière dont les Français fétichisent énormément cette aristocratie britannique, sont très très fans de ça, et moi je l'étais aussi beaucoup, hein, ça me touchait énormément avant, et je voulais aussi montrer l'envers de cette fétichisation en Angleterre, qui est une vraie violence de classe, qui s'exerce toujours de l'aristocratie. C'est pas du tout une aristocratie bénigne comme on aimerait bien l'imaginer avec prince, princesse, etc. Il y a un vrai découpage social là qui se passe. Donc voilà, donc tout ça, en fait, hybridiser tout ça avec des références classiques, des références plus contemporaines, c'était une manière aussi de mettre ça en lumière. Et comme tu le disais, tu as beaucoup joué sur la langue. Et en effet, il y a vraiment plein de tournures de phrases, de jeux de mots entre les Français, les Anglais, qui peuvent même des fois donner des petits procos. Je me dis, à construire, c'était quelque chose qui a dû être assez compliqué, ou c'était évident parce que du coup, comme tu dis, tu as cette double casquette un petit peu, tu es française, tu vis en Angleterre. Est-ce que c'est aussi une façon de retranscrire une langue où tu switches un peu entre les deux et où au final, ça se mélange un peu, hein. Ouais, et je pense que quand on est quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas son pays natal, on n'a pas deux langues, on a trois langues. On a le français, par exemple, dans mon cas, le français, l'anglais et la langue de ceux qui vivent un peu entre les deux. Et c'est marrant parce qu'on se reconnaît, quoi. Quand je parle avec des potes qui vivent en Angleterre depuis 10, 15, 20 ans, on parle la même langue et c'est ni tout à fait du français, ni tout à fait de l'anglais. C'est une espèce de truc matiné des deux. Et moi, je lui trouve vraiment une beauté à cette langue-là. Alors, je suis pas du tout pour l'idée d'employer des anglicismes à tire-larigot, etc. Mais
N'empêche qu'il y a une forme d'esthétique dans cette idée de tordre la grammaire française pour lui faire prendre la forme de l'anglaise ou l'inverse, parce que ça arrive évidemment aussi dans l'autre sens. Et justement, je voulais écrire un livre qui reprenne ça, qui en fasse voir l'incongruité, la beauté, la drôlerie, etc. de ces petites phrases. Et c'est une forme d'écriture qui se rapproche pour moi aussi d'une manière de réfléchir à la traduction. Je suis aussi traductrice et pour moi, c'est des questionnements qui m'habitent beaucoup, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a le, entre guillemets, droit de faire des calques, de faire des formes de phrases qui s'alignent sur la grammaire de la langue dont on traduit, pour y trouver une sorte de beauté ou d'incongruité et écrire comme ça, c'est extrêmement jouissif parce que ça permet vraiment un jeu avec la langue et en respectant ni une langue tout à fait, ni l'autre tout à fait, on atteint une autre forme d'écriture littéraire qui est intéressante en tant que telle. Après, il y a d'autres livres qui font ça. Je me suis beaucoup inspirée là pour les effets stylistiques de livres comme Miss Charity de Marie-Aude Muraille où elle fait ça en fait. Elle parle en français comme on parlerait en anglais. Il y a aussi le livre de Joël Dicker, L'affaire Harry Kéber, où il écrit comme ça à l'américaine en fait, comme si c'était une traduction d'un roman américain. Donc voilà, donc tous ces effets-là, moi, ils me semblent très intéressants et d'autant plus quand c'est avec une langue comme l'anglais, qui quand même reste une langue où la plupart des gens comprennent même sans connaître tout à fait la langue, pourquoi il y a un truc bizarre derrière. Parce que c'est sûr que c'est pas pareil si on prenait une langue qui est pas si universellement dominante que l'anglais, quoi. Et du coup, vas-y, non, vas-y, Noémie. Vas-y. Quand on parlait des classiques, est-ce que c'est des lectures qui ont bercé aussi un peu, enfin, en tant que lectrice, hein, c'était tout ce qui est classique anglais, ce côté, ces classiques un peu romantiques, Jane Austen, Brontë, cette littérature très romanesque, c'était une littérature qui, toi, t'a porté quand tu étais jeune lectrice? Ou pas du tout? Oui, ouais. À l'adolescence, je préférais largement les classiques britanniques aux classiques français. Notamment, Léo de Hurlevent, je l'ai découvert, je devais avoir 14 ans, je crois que je l'ai lu en français d'abord. Tous les Jane Austen, je me les suis un peu enfilés entre la première et puis l'arrivée en Angleterre. Et c'est vrai que c'était des livres qui étaient très importants, mais en fait, même avant, si on revient encore plus en arrière, dans mes livres préférés quand j'étais toute petite, il y avait la série des Bennett et Mortimer, qui est une grande série des années 60 d'Anthony Buckeridge, qui se passe dans un collège anglais et qui est, mais alors, plus british, tu meurs. Et c'est un exemple assez frappant, les Bennett, parce que ça se passe dans un bahut anglais, mais qui doit coûter, mais je sais pas, 15 000 balles par an. Enfin, vraiment, les bahuts privés qui sont seulement de garçons, qui sont le truc des classes aristocratiques etc. Et en fait, moi, je le lisais, mais pour moi, c'était comme si c'était Narnia. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est lié à une réalité, quoi, pour un enfant en France. Et j'étais très bercée par cette magie-là, l'idée d'aller dans une école et tu y restes la nuit et tu fais des dîners secrets dans ton dortoir et tu vas au village voisin. Et ces gamins, ils étaient... moi, je les adorais. J'étais très, très, très fan de cette esthétique-là. Donc, ouais, bien sûr, c'était vraiment des références qui étaient vraiment présentes pour moi et qui ont beaucoup contribué à mon imaginaire de l'Angleterre. Et évidemment, il y a aussi Harry Potter qui a été vraiment centralissime toute mon adolescence et qui a aussi alimenté cet imaginaire-là. La Grande-Bretagne, en fait, culturellement, elle vit aussi, mais vraiment financièrement, de cet imaginaire qu'elle arrive à déployer dans d'autres pays. Enfin, tous les pays font ça dans une certaine mesure. C'est vraiment du soft power type. Mais la Grande-Bretagne, avec de Downton Abbey aux adaptations de la BBC des livres d'Austen, elle vit de cette espèce de fascination qu'on peut avoir pour son système de classe d'une certaine manière. Et du coup, alors tu dirais que c'est toute cette lecture, enfin toutes ces lectures qui t'ont donné un peu le goût de l'écriture, ou c'est venu d'autres choses en fait, d'où te vient finalement ce goût pour l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là?
Ouais, là, je crois que c'est pas spécialement lié à cet imaginaire-là, même si, quand même, évidemment, la Grande-Bretagne a tellement eu d'importance en littérature jeunesse mondialement, entre guillemets, et que forcément, ça a influencé certaines des autres lectures que j'ai pu avoir. Mais non, je pense que plus généralement, en fait, mon appétit de l'écriture ou de raconter des histoires est venu beaucoup du fait que moi, on me racontait beaucoup d'histoires. Enfin, mon père me racontait beaucoup d'histoires le soir, d'histoire de la mythologie grecque, etc. Et puis je lisais beaucoup de livres. J'ai toujours aimé beaucoup lire, et du coup j'en racontais aussi des histoires, quoi. J'étais très très fan de raconter des histoires et d'écrire. Et voilà. Et puis évidemment, j'ai été très inspirée. Je pense que comme beaucoup de jeunes auteurs, on commence beaucoup en imitant des livres qu'on avait. J'avais écrit une série qui s'appelait Sam Sam et Nénette, qui était pas du tout dérivative de Tom Tom et Nana, mais vraiment rien à voir. Ça n'avait strictement rien à voir. C'est exactement le genre de choses qu'on fait toujours. Mais là, ça pouvait être vraiment des livres de partout, hein. J'adorais Fifi Brin d'Acier, j'adorais Le Petit Vampire. Ma culture était assez européenne en général en termes de littérature jeunesse. D'accord. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu es aussi traductrice. Enfin, en fait, tu es multicasquette parce que tu es autrice, traductrice. Tu es aussi professeure à l'Université de York. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu en es arrivée là aujourd'hui? Alors, je crois que ce qui s'est développé vraiment en parallèle, c'était le côté universitaire et le côté écriture, parce que j'ai toujours beaucoup écrit, hein, et j'envoyais des textes quand j'étais jeune ado, et à travers l'adolescence, etc. Et en même temps, j'ai toujours su que j'ai jamais voulu être juste autrice. Je pense que j'avais quand même assez conscience que je suis très sociable et que j'avais besoin d'être avec des gens. Et puis aussi que j'aime bien en fait cette stabilité d'avoir un métier, d'être employée, etc. Et l'enseignement, j'ai toujours adoré ça. Donc pendant longtemps, je voulais être instit. Et finalement, ça s'est pas fait. Et donc, j'ai continué à travailler dans l'enseignement supérieur, qui me permet aussi d'avoir quand même plus de temps, tout simplement, hein, parce que quand on est instit, on travaille absolument toute la journée. Tout le temps. Et le soir, et j'ai aucun problème à dire que dans l'enseignement à l'université, même si on a plein de pressions diverses et variées, ça libère quand même beaucoup de temps pour écrire. Donc c'était à la fois un choix de cœur et un choix de raison d'une certaine manière, mais pour moi c'est très important d'avoir les deux carrières, c'est vraiment très important. La traduction, c'est arrivé un peu différemment. En fait, j'ai toujours beaucoup traduit et adoré traduire, même pour moi-même. C'est-à-dire que quand j'étais plus petite, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je traduisais des choses de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais. Je retraduisais des passages d'Harry Potter et compagnie, d'Anthony Horowitz, etc. Après, j'ai fait pas mal de traductions pragmatiques, comme on dit, c'est-à-dire de traductions de textes non littéraires. Donc, par exemple, je traduisais des nouvelles quotidiennes sur MuggleNet, le premier site de fans d'Harry Potter. Bon. À l'époque. Et puis j'ai traduit tout un site de papeterie. C'était un grand moment de ma vie de traductrice, enfin ce genre de choses. Et après, j'ai un peu laissé ça de côté parce que de toute façon, j'étais dans l'écriture, etc. Mais ça m'intéressait toujours. Et je suis venue à ça de manière professionnelle, un peu sur un hasard, entre guillemets, qui est que j'avais publié un roman en vers, Songer à la douceur, qui est sorti en 2015. Et les éditions Rajo, Muriel Quelland des éditions Rajo m'a contactée en me disant « Tiens, j'ai vu que tu as publié un roman en vers. Est-ce que tu connais ceux de Sarah Crossan ? Parce que nous, on aime bien, mais on trouve ça compliqué à acheter et tout. » Et moi, je connaissais bien les romans en vers de Sarah Crossan. Je les trouvais très, très beaux. Et je lui ai dit, en fait, un peu, ça ne me ressemble pas du tout en plus, parce que je ne suis pas hyper comme ça d'habitude, mais je lui ai dit « Mais oui, achète-les. » Et si tu veux, je fais un essai de traduction. Et donc, elle m'a dit OK. Et donc, j'ai fait un essai de traduction. Et après, elles m'ont laissé donc traduire le premier qui est sorti en France, qui est Inséparable, One en anglais. Et après, j'ai enchaîné avec un autre, etc. Et puis, peu à peu, ça s'est tissé comme ça, où on venait plus me chercher pour faire des traductions de romans en vers. Et puis, peu à peu, je suis allée vers la prose, etc., etc. Donc, en traduction, maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, je fais à peu près la moitié de mon temps en traduction et la moitié en écriture de mes textes, on va dire. De mon temps qui n'est pas pris évidemment par la fac. Et c'était une évidence d'écrire à destination de la jeunesse et des adolescents? Parce que oui. comment c'est pour ados, mais tu as aussi fait des textes pour les plus jeunes, des albums.
Ouais, et ça, c'est vraiment une constante de ma vie. Hein. Même quand j'étais petite, je disais que je voulais être autrice jeunesse. Enfin, que je disais pas autrice, parce qu'on disait pas ça à l'époque, mais je disais que je voulais être auteur jeunesse. Et ça, enfin, encore une fois, c'est l'une des grosses constantes de mes obsessions, c'est l'enfance. Plus d'ailleurs que l'adolescence, je veux dire, je suis plus fascinée par l'enfance, hein, c'est vrai, même si l'adolescence, ça m'intéresse de plein d'aspects. Et dès que j'ai pu écrire, etc., je me tournais quand même beaucoup vers la littérature jeunesse. Je continuais à lire beaucoup de littérature jeunesse alors que j'étais moi-même ado, puis adulte. J'ai toujours lu, en fait, à la fois les littératures adultes et enfants et à partir de l'adolescence. Donc, quand j'étais je sais pas, en troisième, je pouvais lire un Fifi Brin d'Acier, enfin relire un Fifi Brin d'Acier pour la 30e fois, et puis lire un Mario de Muraille, et puis lire je sais pas, L'écume des jours. Enfin, c'était vraiment mon mode de fonctionnement. Et aujourd'hui encore, enfin, honnêtement, je le dis souvent de la manière de les idées qui me viennent trouvent leur meilleure expression en jeunesse. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que je le perçois. Si un jour j'avais une idée qui ne fonctionnerait pas en jeunesse, qui ne trouverait pas sa meilleure expression en jeunesse, je la ferais pas en jeunesse d'une certaine manière. Mais là, celles qui me viennent en tête, celles qui me tiennent à cœur, c'est le meilleur moyen pour elles d'exister, c'est d'exister en tant qu'album, que roman ado. Alors après, avec un livre comme Songer à la douceur ou Brexit Romance, on est toujours à la marge en fait. Et d'ailleurs, l'édition de J'ai lu de Brexit Romance, c'est une édition qui est adulte. Et de fait, Brexit Romance a été beaucoup lu par des adultes ou des jeunes adultes, donc disons entre 20 et 35 ans, parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont quand même pas lycéennes non plus, quoi. Il y a une héroïne, Marguerite, qui a 17 ans, mais il y en a aussi qui sont vers la fin de la vingtaine. Donc, les frontières sont poreuses. Voilà. Ce qui répond à ma question, en fait, qui était sur justement le fait que tes livres ont été publiés dans des collections dites plus adultes, même Les Petites Reines, qui est plutôt, qui se passe quand même avec des collégiennes. Et t'en penses quoi, en fait, de ça, parce que c'est vrai que ça permet aussi d'accompagner peut-être les ados vers de la littérature plus adulte. En tout cas, de les accompagner du rayon jeunesse vers le rayon adulte, puisque notamment à la librairie, c'est vrai que c'est des rayons qui sont à côté. Voilà, enfin, je sais pas si tu avais imaginé justement que ça pouvait être vraiment publié pour les adultes. C'est très mal formulé. En fait, moi, ça me gêne pas. Évidemment, ça, je suis ravie que s'étende son lectorat de cette manière-là. Hein, c'est vraiment chouette. Je crois que ça part aussi d'un constat, en fait, à la base aussi. C'est que les Petites Reines, notamment, qui pour moi est vraiment un livre résolument ado, en fait, il était lu énormément par les mères et les grands-mères des jeunes filles. Et là, je sais que j'utilise un langage genré, mais c'est pour une vraie raison. C'est que factuellement, c'était exactement ce qui se passait. Et j'ai commencé à voir ça parce que j'ai vu dans les salons que venaient vers moi typiquement une jeune fille de 12 à 14 ans, une mère et parfois aussi la grand-mère. Et je me suis aperçue comme ça que c'est vrai que c'était un livre qui était vraiment lu par les adultes. Et ensuite, quand l'audiolivre est sorti, c'était d'autant plus frappant. Là, j'avais des familles parce que forcément, les pères et les grands-pères qui peut-être n'auraient pas acheté ou lu le bouquin d'eux-mêmes, bah là, ils l'écoutaient dans la voiture et du coup, ils étaient dedans. Donc finalement, la décision de le sortir en adulte en poche fait complètement sens. Pour Brexit Romance, ça me semble plus évident. C'est-à-dire que Brexit Romance, c'est vrai qu'il est... il est en effet vraiment dans cette limite, dans cette espèce de zone où on n'est pas trop sûr, est-ce que c'est de l'ado, est-ce que c'est de l'adulte, est-ce que c'est du jeune adulte. C'est un peu ce genre de roman où en fait, j'ai un peu du mal à vous dire qui serait la cible de ce roman-là. Mais voilà, mais après on peut faire plein d'autres choses. Hein. Moi je pense que mon prochain qui va sortir en août par exemple, il est plus résolument du côté des Petites Reines, le côté roman ado, avec potentiel familial, mais il prend très à cœur une espèce de psyché adolescente, jeune adolescente, et il essaye vraiment de s'y projeter. Donc voilà. Justement, on se demandait si tu pouvais nous parler un peu des prochains projets. Moi, je sais qu'il y en a deux gros. En tout cas, un projet, le roman qui sort en août. Et j'ai entendu parler d'un projet de traduction. Voilà. Oui, alors le roman qui sort en août, il s'appelle Âge tendre, et ça c'est chez Sarbacane encore, dans la collection Exprime, qui est la même que l'autre. Et Âge tendre, alors ça se passe...
in a world, dans un monde un peu comme le nôtre, mais où la présidente de la République a décidé que tous les élèves entre la 3e et la 2e vont faire une année complète de service civique. Alors c'est très bien organisé, c'est très protocolaire. Les élèves sont envoyés pendant une année, pendant 10 mois, dans une région qui n'est pas celle où ils résident, et ils peuvent choisir des domaines, éducation sociale, etc. Et ils sont envoyés pour travailler dans un service public, en gros. Et on a donc Valentin qui vient d'Albi et qui est envoyé dans les Hauts-de-France, à Boulogne-sur-Mer en particulier, pour aller dans un endroit très étrange qui s'appelle une unité mnémosine, qui est un village reconstitué comme dans les années 60-70, où habitent tout un tas de personnes âgées qui sont atteintes de démences diverses, maladies d'Alzheimer, etc. Et donc qui sont dans des environnements reconstitués de leur jeunesse. Alors reconstitués de la manière dont on peut imaginer aujourd'hui ce à quoi ressemblerait un truc dans les années 60-70. Et ils sont dans ce monde-là, les murs basculent pour laisser entrer discrètement des infirmiers et des docteurs. Alors on leur donne plein de choses culturelles de l'époque. Bon, on leur parle pas trop de guerre et de choses comme ça reste très aseptisé. Et donc notre Valentin arrive là-bas. Toute l'histoire est racontée sous la forme de son rapport de stage, et il s'aperçoit qu'en fait, il se trouve très bien dans cet endroit parce que c'est un garçon qui a quand même pas mal de mal avec plein d'aspects de la vie quotidienne. Et là, il est dans cette petite bulle où tout va bien, où il n'y a pas de catastrophe environnementale, où il n'y a pas d'épidémie et où tout est pop et coloré. Et là, il va rencontrer une vieille dame qui a répondu à un concours dans Salut les copains. Et le concours dans Salut les copains propose de gagner un concert de Françoise Hardy dans ton lycée. Donc, elle a répondu à ça. Donc, Valentin, sa première mission, c'est d'écrire à cette vieille dame pour lui dire « Écoute, je suis désolée, mais Françoise Hardy ne pourra pas venir. » Sauf qu'entre-temps, il devient fan de Françoise Hardy et il n'a pas le cœur de lui dire que Françoise Hardy ne va pas venir. Donc, il lui envoie une lettre pour lui dire que Françoise Hardy va venir chanter dans son collège, dans son lycée. Le problème, c'est que du coup, après, il se trouve dans une position de devoir faire venir Françoise Hardy jeune aujourd'hui dans l'unité mnémosine. Donc, il va partir à la recherche d'un sosie de Françoise Hardy dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est un peu là où on part dans cette histoire-là. Donc, c'est un assez gros roman qui est entièrement écrit sous la forme du rapport de stage de Valentin qui raconte cette mission difficile. Et alors, le deuxième projet mystère Et alors, le deuxième projet mystère, mais qui n'est pas du tout mystère, c'est que oui, donc en ce moment, je suis en train de traduire l'Ikabog, qui est le nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling, qui paraît en petits morceaux, enfin, il paraît 2 chapitres ou 1 chapitre par jour sur le site, donc je crois que si vous allez sur ikabog.com, donc ikabog.com, et que vous cliquez sur français, vous allez trouver la version. Donc, ça paraît gratuitement, en fait, jusqu'au 14 juillet. Et il paraîtra ensuite en novembre en livre papier. Et donc voilà, c'est un truc qui m'occupe pas mal, je vais pas depuis quelques semaines, parce qu'on peut pas dire qu'il y a eu énormément d'avance sur le projet. Donc je crois que là en ce moment je veux même pas calculer le nombre de chapitres d'avance que j'ai, mais j'en ai pas énormément. Donc voilà, et puis il sort en papier en novembre et c'est une histoire vraiment un conte politique extrêmement intéressant et vraiment remarquablement bien écrit de J.K. Rowling qui mêle folklore et conte britannique, créatures des marais, un truc très présent dans le folklore britannique et notamment écossais, et puis satire politique vraiment à la Rowling. On reconnaît des espèces de profils à la Dolores Ombrage, à la ministère de la magie. Enfin, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Après, c'est facile de le comparer à Harry Potter et il faut pas parce qu'en fait, ça a vraiment rien à voir, mais il y a quand même cette force politique et cet aspect très spirituel et très mordant qu'elle peut avoir au meilleur de son écriture. Ouais. Et donc, à part Harry Potter, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager? Ouais, mais des coups de cœur récents? Qu'est-ce que tu veux, des coups de cœur? Oui, un livre que tu as aimé récemment ou un livre qui est un livre chouchou, enfin, peu importe, comme tu as envie en fait. Alors récemment, j'en ai eu 2, enfin j'en ai eu plein que j'ai beaucoup aimé, hein, mais il y en a quand même 2 là qui m'ont marqué récemment.
L'un, c'est l'adaptation BD de Miss Charity. Alors, j'ai mentionné Miss Charity tout à l'heure, je le re-mentionne, je suis désolée, mais je le mentionne sous une autre forme cette fois. C'est l'adaptation BD qui est sortie de Loïc Clément et Anne Montel de Miss Charity chez Rue de Sèvres, mais c'est un bonheur ce bouquin. Enfin, le roman d'origine est extraordinaire. Ah bah voilà, on n'avait rien prévu. On avait sous la main. Et puis c'est vraiment, mais c'est un bonheur ce bouquin parce qu'il est, il est tellement chaleureux, ensoleillant et c'est, enfin, ouais, j'en ai fait une chronique sur mon Instagram si ça vous amuse d'aller voir récemment parce que il m'a beaucoup plu. Et là, je suis en train de lire. Alors, je peux pas encore dire que c'est un coup de cœur parce que je l'ai pas fini encore. Et si ça se trouve, la deuxième moitié est vraiment nulle. Je vais détester, mais quand même, j'en doute. C'est le dernier de Séverine Vidal, Soleil glacé chez Robert Laffont qui est enfin, bouleversantissime. L'écriture de Séverine, de toute façon, j'espère que ceux qui sont ici la connaissent ou sinon, bah, ils ont de la chance parce qu'ils vont la découvrir. Mais c'est toujours merveilleux. Son dernier Pépot était génial. Désastre chez Sarbacane était fabuleux. Et là, celui-là, Soleil glacé, est vraiment une merveille. Extrêmement touchant, écrit vraiment avec une virtuosité incroyable. Alors là, pas du tout la même ambiance que Miss Charity ou que l'Icabog, c'est du réalisme contemporain, vraiment tout ce qu'il y a de plus réalisme contemporain, quoi, avec des personnages adolescents qui sont vraiment modernes et très puissants. Voilà. Eh ben, t'en as lu, toi, Noémie, des Séverine Vidal, je crois. Pareil, hein, je suis une grande fan de l'écriture de Séverine Vidal, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai quasi fini Ashland. J'en profite. Les privilèges de libraire, donc il sort fin août, mais j'ai Françoise Hardy dans la tête non-stop depuis une semaine. Très bien, mais c'est mon intention en fait. Tant mieux. Ça marche très bien. Ouais. Et moi, je trouve qu'il a vraiment un côté passerelle, comme Brexit Romance. Enfin, je sais que c'est des ouvrages, comme tu disais, qui vont vraiment pouvoir avoir un côté familial, enfin, qu'on va pouvoir acheter et se prêter dans la famille. L'ado, comme tu disais tout à l'heure, va le filer à sa grand-mère, qui va le prêter à son ami et qui va revenir dans les mains des parents. Enfin, je trouve ça vraiment chouette, ce côté passerelle. Avec le côté intergénérationnel de la musique, Françoise Hardy, tout ça, c'est assez chouette. Et il me semble qu'on devait aussi présenter des coups de cœur. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, Noémie, si tu veux. On fera à la fin. Camille, on va le faire à la fin. Ah, d'accord. On va le faire après vos questions. Vous avez terminé ou les questions, oui, mais après, si Noémie, tu as d'autres questions ou si. Voilà. C'est bon, merci. En tout cas, vous avez bien travaillé parce que vous avez fait répondre Clémentine à plein de questions, donc je ne vais pas les reposer, notamment sur la traduction de Rowling, sur plein de choses, donc ça c'est parfait, mais il y en a encore. Et il y en a une de Fredo qui demande pourquoi Nigel Farage, qu'on connaît, n'est-il pas nommé comme Jeremy Corbyn, par exemple ? Eh bien, tout simplement parce que Nigel Farage a été transformé dans le livre en Neil Rodikin, qui est le père de Cosmo Caraway. Pour moi, Neil Rodikin, le personnage du père de Cosmo Caraway, en fait, pour moi, c'est Nigel Farage. Donc, je ne pouvais pas le réintroduire en tant qu'autre personnage parce que ça aurait fait doublon. Donc là, c'est un petit tour de passe-passe littéraire entre guillemets, mais pour moi, Rodikin, c'est vraiment Farage, quoi. Oui, Jeremy Corbyn est mentionné, ouais, c'est vrai. Là où je suis très dégoûtée quand même dans Brexit Romance, c'est que dans le premier jet, enfin jusqu'au tout dernier jet, en fait, il y avait tout un passage sur Boris Johnson et je l'ai enlevé parce que je me suis dit personne connaît Boris Johnson. Et là, je dois dire que j'étais quand même vraiment dégoûtée plus tard. Je sais pas, là, j'ai pas eu du flair là-dessus. Je dois dire que je m'étais pas imaginé la suite. Voilà. Pourtant, il avait sorti une bonne biographie de Monsieur Johnson. Je ne sais pas si vous l'avez lu chez Stock. C'est assez intéressant. Donc, je pense que les gens connaissent Boris Johnson. Hein. Ouais, mais disons que j'étais un peu partie dans un petit délire avec cette histoire. Hein. Je me souviens, il y avait un truc. C'était une petite blagounette, mais ça faisait trop. En fait, ça faisait trop blagounette référence, un peu naze. Si on n'est pas au courant de qui c'est, on a l'impression d'être laissé sur la touche. Donc, je me suis dit, allez, bon, je vais couper. De toute façon, il fallait couper plein de passages. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le fait d'écrire pour la jeunesse, c'est pour vous une façon de garder une part d'enfance qui a l'air si importante pour vous ?
En fait, je ne crois pas que ce soit une façon de garder une part d'enfance. Je crois que c'est une façon dont continue à s'exprimer une enfance d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout l'impression que mon enfance me fuit ou que je suis dans un devoir d'archivage ou de conservation, comme s'il y avait cette vision de l'enfance un peu à la Peter Pan d'un paradis perdu, etc. Je l'ai pas vraiment en fait parce que pour moi c'est quand même un mode d'appréhension du monde qui est très central à mon écriture. Donc c'est moins ça, je pense que c'est plutôt l'inverse en fait, c'est que je trouve ça même littéralement difficile d'écrire comme une adulte, entre guillemets. Enfin, j'ai moins besoin peut-être d'exprimer par l'écriture des choses qui sont de l'ordre de sentiments ou d'émotions très associées à la maturité, etc. Peut-être que j'ai un côté, il y a un côté ludique ou insouciant qui s'exprime plus facilement. Puis ça se reconnaît aussi dans le genre de texte que j'aime lire, plus généralement. Donc voilà. En tout cas, j'ai pas de nostalgie. Pour moi, c'est pas un truc qui est nostalgique et qu'il faut capturer avant que ça s'évanouisse. J'aime aussi beaucoup être avec des enfants. Enfin, surtout entre 6 et 11 ans. Enfin, c'est vraiment pour moi toujours extrêmement. Enfin, on utilise des mots un peu clichés, genre enchanteur, un émerveillement, mais en fait, c'est ça que c'est aussi, c'est parce que c'est une perception du monde qui est extrêmement renouvelante et intense, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'adolescence, c'est plus ambigu pour moi, parce que j'ai pas du tout aimé mon adolescence, c'était un peu naze, surtout la jeune adolescence, c'était même très naze, et donc quand j'écris l'adolescence, c'est avec moins de tendresse quand même. Et c'est plus récemment que je réussis à en recapturer des choses plus tendres. Là, il y a peut-être plus une espèce de travail là-dessus, et notamment avec âge tendre. Alors oui, là pour le coup, qu'il y a tendre dans le mot, dans le titre, je veux dire, il y avait plus un effort de recapturer une tendresse qui m'échappait totalement à l'époque parce que j'avais l'impression d'un âge d'une cruauté gigantesque, quoi. Mais pour l'enfance, non, c'est plus ça me vient plus naturellement, entre guillemets. Parfait. Bertie souhaiterait savoir comment les chansons et les musiques composant la bande originale du roman ont été choisies. Eh bien, cette bande originale, c'est une exigence de collection. C'est mon éditeur Thibaut Bérard qui exige que chacun des livres exprime et sa bande son de chansons. Or, pour moi, c'est un problème car j'ai un goût qui n'est pas celui de mon éditeur. J'ai un goût que j'estime très sûr, principalement composé de chanteuses yéyé et de musique classique. Mais bizarrement, ça n'a pas l'air d'accrocher forcément totalement avec la psychologie de mon éditeur. Mais bon, il s'y est fait parce qu'il est bien obligé, le pauvre. Et donc, la manière dont je constitue les bandes-sons, c'est souvent... Alors, c'est une espèce de mélange de chansons que j'écoute vraiment, mais je ne les écoute pas en écrivant. Moi, personnellement, je n'écris pas en musique, parfois en musique classique, mais bon, quand même pas tant que ça. Mais ça peut être des chansons qui, en effet, me semblent dans la même atmosphère, ce genre de choses-là. Ou alors, parfois, c'est des chansons aussi qui ont des petites références, des petits jeux de mots. Donc, il me semble que dans Brexit Romance, il doit y avoir une chanson de Gainsbourg et Birkin, tout simplement parce que, quel couple plus iconique de français-anglais on peut trouver, quoi. Donc, et puis aussi, bon, je les adore, mais c'est pas que ça. Parfois, je trouve des choses comme ça. Il y a l'annonce demande en mariage de Brassens, enfin, des choses qui collent vraiment au thème du bouquin et qui peuvent être, voilà, comme ça. Et alors là, pour le dernier Âge tendre, j'ai pris le parti pris de ne mettre que des chanteuses, femmes, francophones, yéyé. Oula. Ouais. Pardon. Ouais, moi, j'aime bien vivre dangereusement et mon éditeur, maintenant, voilà, je savais qu'il m'attendait au coin de la porte. Mais non, il est très stoïque maintenant, il a dit, écoute. Et est-ce que vous faites comme certains auteurs, par exemple Agnès Martin-Lugan, elle a mis sa playlist sur une plateforme numérique qu'on peut écouter. Est-ce que vous avez fait ça ou pas, vous ? Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, Sarbacane le fait. Si vous allez sur le site de Sarbacane, vous allez trouver les bandes-sons de tous les exprimes, il me semble. Enfin, à moins qu'ils aient arrêté de le faire, mais je ne vois pas pourquoi. Donc, si vous y allez et que vous cherchez leurs bandes-son, normalement, il y a les bandes-son des bouquins exprimes. Ouais. Parfait. Alors moi, je ne vais pas reposer les questions auxquelles vous avez déjà répondu parce que Noémie et Camille avaient déjà bien travaillé. Donc, moi, je n'ai plus trop de questions, sauf si mes consoeurs ont encore des questions à vous poser. Sinon, après, on va passer au conseil de lecture. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui va commencer. Je vous laisse faire, mesdames. Vas-y, Noémie. Je commence. Ne vous battez pas. Vas-y. Je commence avec À la brocante du cœur, qui est un roman que je trouve aussi un roman passerelle, qui n'est pas un roman récent, c'est un roman qui est paru à l'École des loisirs en 2002, c'est Robert Cormier,
C'est un auteur. C'est Robert Cormier, ouais. C'est son dernier, en fait. Alors, Robert Cormier, c'est un auteur qui est journaliste aussi, qui est américain et qui est mort en 2000. Et le livre est sorti après. C'était son dernier ouvrage. Robert Cormier, c'est un auteur dont les romans me portent et résonnent en moi alors que je les ai lus des fois il y a déjà 10-15 ans. Et dans celui-là, c'est un roman où il va mettre en scène une petite ville américaine typique où un crime a été commis et où la ville est aux abois et on veut un coupable rapidement. Et on va faire venir un flic de la ville qui est réputé être un psychologue avec cette obligation d'essayer de clore l'affaire rapidement. Et le livre, c'est pas une enquête, c'est presque un huis clos puisque c'est un long interrogatoire entre ce flic et un jeune ado qui est le dernier à avoir vu la victime en vie. Et chez Robert Cormier, on aborde toujours la manipulation et la dualité, tout ce qu'il y a de beau en nous et tout ce qu'il peut y avoir de mauvais aussi qui peut ressortir sans qu'on en ait toujours conscience. Et c'est un roman, Robert Cormier, il tisse des histoires avec à chaque fois des rebondissements, des fins, mais sans que ce soit de l'action pure. Hein. C'est vraiment psychologique. Et là, clairement, à la brocante du cœur, je me suis fait plaisir. Je l'ai relu comme je savais qu'on allait en parler. Hein. Et à chaque fois, je le referme. Mais alors que je l'ai lu pour la première fois, je pense qu'il y a 12-15 ans, la fin me laisse à chaque fois sans voix. Et voilà. Et c'est un roman qu'on peut vraiment partager, qu'on peut lire en tant qu'adulte, en tant qu'ado, hein, et qui est à découvrir, qui est pas très connu. C'est pas son plus connu, mais qui est vraiment un texte très fort, très puissant. Est-ce que tu peux rappeler l'éditeur pour nos lecteurs? C'est à la brocante du cœur, Robert Cormier. Parfait. Je confirme, c'est hyper bien, même si j'ai oublié la fin, donc en fait, je pourrais le relire. Alors, en fait, je l'ai offert à tout le monde, donc je l'ai offert à Camille, je l'offre à mes apprentis, mes stagiaires. Voilà, c'est un peu mon livre fétiche. Et pourquoi il s'appelle? Est-ce qu'on sait pourquoi il s'appelle À la brocante du cœur parce que je me souviens absolument pas. Le titre, c'est il y a The Wagbone Shop, je crois. Je sais pas ce que ça. Alors pour le coup, je suis pas The Wag and Bone Shop, ouais. Voilà. Donc il y a le côté boutique, mais je sais pas pourquoi il s'est passé en brocante du cœur. Il y a pas, ça transparaît pas dans le texte quand on lit. Ouais. Et moi, j'ai un livre hyper léger. Non, c'est pas vrai. Moi, je lis beaucoup de livres déprimants, en fait. Et c'est pour ça, quand j'ai lu Les Petites Reines, ça m'a fait une espèce de bouffée d'air frais. J'ai beaucoup ri et je l'ai beaucoup conseillé. Je continue à beaucoup le conseiller parce que je l'adore. Bref, tout ça pour dire que moi, c'est Les Oreilles de Buster de Maria Ernestam, qui est un livre que j'ai lu. Ça doit faire 6 ou 7 ans. Enfin, je pense que c'est un des livres que j'ai le plus vendu en tant que libraire. C'est chez Babel, donc le poche de chez Actes Sud de Maria Ernestam, et c'est un livre traduit du suédois. En fait, on va suivre Eva, qui est une femme qui a une 50aine d'années, et pour son anniversaire, sa petite fille lui offre un carnet vierge. Donc elle se dit, bon, bah, je vais raconter mon enfance. Et en fait, elle commence son carnet en disant, j'avais 7 ans quand j'ai décidé que j'allais tuer ma mère, et 17 ans quand j'ai mis mon projet à exécution. Voilà. Donc du coup, on va suivre en fait son enfance et sa vie actuelle en parallèle, et c'est brillant. C'est bizarre, on a les paysages de la Suède. Il y a une relation qu'elle entretient avec un homme qui est un petit peu, on ne sait pas si c'est malsain, mais en tout cas il y a des choses un petit peu étranges, et tout est en progression en fait. On comprend pourquoi elle en arrive à de telles extrémités, et c'est absolument génial. Est-ce que Clémentine a envie de faire un conseil à nos lecteurs qui nous écoutent et qui nous regardent? Moi, en fait, d'une certaine manière, j'ai déjà fait mes conseils jeunesse, mais si vous voulez... Ouais. Pardon? Adulte. En adulte. Moi, récemment, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai lu plein de trucs que j'ai vachement aimé récemment. J'ai adoré le nouveau Amandine D, à main nue, qui est sorti à la Contre-Allée, et quand même trop bien comme maison d'édition. Et j'ai toujours beaucoup aimé Amandine D, mais là, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement superbe, et je l'ai offert à 3 personnes différentes quand même depuis. C'était qu'il y a 2 semaines. Et puis voilà, c'est entre l'essai, l'autofiction, la poésie en prose d'une certaine manière, et c'est les pensées d'une femme qu'on estime entre 30 et
30, 35, 40 ans et qui parle des conflits entre la vie sentimentale, entre guillemets bourgeoise, de modèles de couple, etc., avec enfants, et puis l'appel du large, des considérations sur l'identité, des considérations déjà sur ce qui s'enfuit quand on a cet âge-là, en termes de perspectives d'avenir. Et en même temps, ça se finit avec une méditation super belle sur la sexualité pendant la vieillesse, etc. C'était vraiment, vraiment super comme bouquin. Voilà. Mais si vous voulez, sur mon Instagram, je chronique plein de livres. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Car c'est comme ça qu'on dit. Avant de faire la conclusion, je voudrais dire à tous nos amis lecteurs qui nous suivent que vous pouvez aller en librairie acheter Brexit Romance chez J'ai lu de Clémentine Beauvais. Vous pouvez aller à Rennes chez Le Fayeur. Vous pouvez aller partout en France. Si là, il est 8h moins le quart, la librairie est fermée, vous pouvez aller sur notre site. Il y a sous le visuel du livre de Clémentine, il y a un lien pour acheter le livre qui va directement sur le site marchand de Le Fayeur. Donc, je vous conseille d'appuyer sur le bouton aussi si vous avez vraiment envie de l'acheter ce soir. Mais le mieux étant d'aller quand même chez nos libraires, parce que nous avons Noémie qui est responsable donc jeunesse chez Le Fayeur et Camille qui est responsable du rayon poche. Donc allez les voir, parlez à vos libraires, ils sont là pour vous conseiller. Demain, on se retrouve à 19h dans un autre univers avec Cristina Comencini qui a écrit 4 amours chez Stop. Mesdames, je vais vous remercier. Merci Clémentine d'avoir été avec nous ce soir pour la 60e. Merci Noémie et Camille d'avoir co-animé pour la 2e fois dans les rencontres Un endroit où aller cette rencontre. Je vous laisse le mot de la fin et je vous souhaite une belle soirée. Merci mesdames. Merci.